Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission préparée comme chaque semaine par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Près de 2 siècles après sa mort, Napoléon Bonaparte est toujours l'objet d'un véritable culte. Alors forcément, le 15 août dernier, date de son anniversaire, le château de Slavkov ou Brna, connu en français sous son nom germanisé d'Austerlitz, lieu de sa plus célèbre des victoires, se devait de célébrer un tel jour autour de l'association Acabalado. Le programme était mené par des passionnés venus de tout le pays. Parmi eux, Olivier Baudry, installé en République tchèque depuis 24 ans et qui participe aux festivités napoléoniennes depuis 2005, au point d'être devenu général de division au sein de la Grande Armée, comme il a expliqué au micro de Paul Guillanvard. Milí dámy, vážení pánové, hezké odpoledne, krásnou sobotu a skvělý víkend. Ještě jednou nám dovolte, abychom vás v tuto chvíli co možná nejsrdečněji přivítali, a to jménem organizátorů jezdeckého klubu Acabalado ve spolupráci se zámkem Slavkov Austerlitz, městem Slavkovem u Brna za výrazné podpory Jihomoravského kraje na slavkovských zámeckých napoléonských hrách. Vous avez plusieurs programmes dans l'année. Donc aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de Napoléon, mais vous avez également en somme le dernier week-end de novembre ou le premier week-end de décembre, la reconstitution de la bataille d'Austerlitz. Donc c'est une affaire de passionnés. Vous avez beaucoup d'événements relatant en somme le passage de l'armée napoléonienne ici en République tchèque dans tout le pays. Vous dites que c'est une affaire de passionnés. Et comment vous les passionnés, vous organisez ces événements ? Vous avez pas mal d'informations via les réseaux sociaux, Facebook, Internet. Et puis bon, les dates sont fixes, donc d'une année sur l'autre, vous savez exactement, à plus ou moins une semaine, les dates des événements et quand vous devez en somme réserver votre temps pour y participer. Tout le monde peut participer ? Comment vous vous inscrivez, vous ? On s'inscrit pas, on commence à participer, on va dire, moi j'ai commencé en 2005 en étant soldat. Au fur et à mesure, j'ai pris du galon, je suis passé capitaine, maintenant je suis général de division en chef. C'est un investissement personnel, un investissement de temps. Tous les membres d'Acabalado ou tous les membres qui participent à ces reconstitutions ont exactement la même vision que moi. On est des passionnés avant tout. Donc c'est pas une histoire de club ou une histoire d'inscription, c'est vraiment une histoire de se retrouver tous ensemble pour une passion commune. Vous grimpez les échelons, il est possible que d'ici quelques années, on vous voit vous-même en tant qu'empereur Napoléon ? Je pense pas que j'ai vraiment le physique pour être Napoléon. Et je suis très bien en général de division en chef pour l'instant. Et comment on gravit les échelons ? Avec le temps, il faut avoir le respect de ses camarades, puisque c'est pas le tout d'investir dans un uniforme, il faut vraiment gagner ses galons. Donc c'est complètement différent. Puis après, bon, vous savez, les histoires de galons dans une reconstitution historique, on reste une équipe. Donc oui, il faut un général, oui, il faut des soldats, mais on est tous amis en premier lieu. C'est vraiment historique et plaisir qui sont conjugués, donc c'est très bien. Když se z té láhve napíjí, aby nebyl nějaký problém, takové ty Facebooky a ptákoviny, oni chlastají a jezdí. Quel est le programme un peu général et quel est votre programme à vous en tant que général de division ? Nous allons avoir un concours de cavaliers. Après, vous allez avoir des représentations de chevaux en fonction des époques. Et puis le clou pour moi, ce soir, ce sera la bataille à 21h, évidemment. La bataille nocturne. Donc la bataille nocturne qui se situe toujours en bas du château, en face de la fontaine, sur le parc que vous avez sous vos yeux. Il y a tout un contexte sanitaire un peu particulier. Est-ce que vous avez craint que cet événement soit annulé ? Est-ce que vous avez envisagé qu'il soit annulé ? Oui, puis la crainte est toujours là, puisque on n'est jamais à l'abri en somme d'une deuxième vague du coronavirus. Donc le problème, c'est que même pour les festivités d'Austerlitz, nous ne savons pas actuellement si nous serons capables de pouvoir les faire. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Déjà, il faut parler pour le présent.
Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir faire cette manifestation et il faut en profiter. Il ne pleut pas, on commence à avoir du public, donc c'est vraiment tout ce qu'il faut pour une bonne manifestation aujourd'hui. Il y a pas mal de public, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même moins de monde que les années précédentes ? Oui, effectivement, puisque les personnes ont quand même un peu d'a priori pour tout ce qui est grand rassemblement. Et je peux tout à fait comprendre. Mais bon, ça va revenir. Après, vous savez, je pense qu'une passion reste une passion. Regardez-moi, je suis sur place, même qu'il y a la crise sanitaire, je viens participer. Je suis depuis ce matin et j'entends surtout beaucoup de Tchèques, peu ou pas de langue étrangère. En fait, c'est peut-être plus les touristes qui manquent et les Tchèques qui se réapproprient un peu l'événement. On va dire que oui, vous avez beaucoup de soldats qui sont tchèques, mais ce qui est très bien, c'est qu'ils parlent phonétiquement français sans comprendre les paroles, ce qui est magique. Moi, je me rappelle en 2005, quand j'ai commencé, j'ai entendu chanter la Madelon par des personnes qui ne parlaient pas un mot de français. C'est vraiment magique. Vous savez, tchèque, français, anglais, on a tous une passion commune. C'est-à-dire que c'est un mélange culturel, un mélange social, et on est là pour s'amuser ensemble et faire plaisir au public. C'est la langue que vous parlez en fait, vous parlez le napoléonien. Exactement, quelle que soit la langue. France Musique. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Allegretto. Aujourd'hui, je voudrais fêter avec vous les 75 ans du festival qui porte un nom d'un événement historique. Mais évidemment, à sa création, il n'en savait rien. Tous les ans, le festival de Printemps de Prague commence comme ça. Une fois n'est pas coutume, c'est maintenant à une émission collégiale que nous vous convions. Collégiale puisque notre invitée est animatrice radio. Denisa Kershova est née à Prague en 1967 et si elle a aspiré un temps à être danseuse après avoir fait le conservatoire, c'est finalement la radio présente dans sa vie depuis toujours qui l'a rattrapée. Aujourd'hui, Denisa Kershova est productrice à France Musique et anime tous les jours une émission de musique classique où elle fait la part belle aux œuvres de son pays d'origine. Rencontre avec Denisa Kershova au micro d'Anna Kubishta. Denisa Kershova, bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas totalement dépaysée ici à la radio tchèque, même si c'est la première fois que vous venez ici, c'est quand même incroyable. Mais oui, c'est pour la première fois. Je suis un peu dépaysée. Je trouve ça absolument génial. Je voulais dire pas tout à fait dépaysée, puisque vous êtes une collègue de radio. Vous travaillez en effet depuis une dizaine d'années pour Radio France, plus particulièrement pour France Musique, où vous animez une émission intitulée Allegretto. Et avant, vous avez officié sur Radio Classique. Et puis, alors cette fois-ci, pour une fois, c'est vous qui êtes de l'autre côté du micro. Peut-être, pour commencer, j'aimerais vous demander ce que représente pour vous justement ce média, la radio, dans votre vie, et quel est votre lien un petit peu au son ? La radio, pour moi, c'était très important, puisque la radio, pour nous, c'était important. Déjà, quand on était ado, on écoutait... mon premier contact avec la radio, c'était avec la Voix d'Amérique, qu'on écoutait avec mon frère, sous la couette. On avait 14, 15, 16 ans. Et, c'était interdit. Bien sûr, c'était interdit. Et donc, la radio, pour moi, c'était dès l'adolescence, c'était quelque chose d'intime, c'était un symbole, puisque c'était la Voix d'Amérique, symbole de liberté, et quelque chose d'interdit, et quelque chose d'intime. Et c'était une voix qui me parlait de quelque part au-delà, mais au-delà des frontières. C'était quoi ? C'était une porte ouverte pour vous vers autre part, une sortie sonore hors des frontières de Tchécoslovaquie ? Oui, c'était une porte ouverte. C'était le vent de liberté quelque part. C'était parce que c'était à la fin des années 70. Et donc, pour moi, c'était la Voix d'Amérique, c'était extrêmement important. D'abord, la Voix d'Amérique, elle disait le contraire ce qu'on disait dans les médias, on va dire officiels. Et puis la voix de Ivan Madec, quand il disait Ivan Madec hlas Ameriky Vídeň, c'était un dieu. C'était vraiment, j'exagère pas, c'était un dieu. C'est une voix qui vous a marqué ? Oui, beaucoup. C'est un maître en radio ? Maître en radio, peut-être pas complètement, parce que je pouvais pas à l'époque le
placé, on va dire, dans le contexte politique, médiatique, sonore, etc. Mais pour moi, c'était la première voix qui m'a marquée et que je n'oublierai jamais. Mais vraiment jamais. Et puis vous ne pouviez pas imaginer qu'un jour, aussi, vous seriez devant un micro et vous parleriez à des auditeurs comme... Mais jamais, je ne pourrais jamais. D'abord, je voulais danseuse, donc je ne m'exprimais pas comme ça à la radio. Je trouvais ça fantastique, culotté et passionnant, mais je ne m'exprimais absolument pas par la langue. C'était par le corps, en fait. Et puis, il y avait une autre voix, c'était un journaliste, peut-être vous le connaissez déjà, qui s'appelle Karastari, et ça c'était un tout petit peu plus tard, et qui envoyait les reportages de France à la radio tchèque, et c'était Zápisník zahraničních zpravodajů, qui existe toujours, je crois, et qui, tout d'un coup, il y avait Zápisník zahraničních zpravodajů, et tout d'un coup, au milieu de nulle part, il y avait des petits reportages pas seulement de France, mais il y avait d'Amérique, d'Angleterre, de l'Italie, d'Afrique, de l'Asie, et il y avait Karastari qui était à Paris et qui racontait des trucs qui me faisaient rêver de la douce France. Et voilà. Donc c'était la deuxième voix qui m'a marquée. Karastari, Zápisník zahraničních zpravodajů. Alors, dans une autre vie, comme vous le disiez, alors vous avez été danseuse, mais vous avez été aussi, ou en tout cas, vous avez fait des études de danse. J'ai fait un peu d'études, j'ai fait une classe préparatoire pour entrer au conservatoire de danse à Prague. Et puis, après, j'avais quelques accidents on va dire, de genoux, etc. Donc, finalement, j'ai bifurqué vers études de lettres, vers le lycée, parce que je voulais, au moins de la danse, je voulais garder la langue, parce que tous les pas de danse sont partout dans le monde en français, donc au moins je voulais garder quelque chose de la danse, et c'était donc la langue. Ah, mais donc c'est ça le lien avec le français, le premier lien, c'était pour garder les demi-pliés, les demi-pliés, grands pliés, les arabesques, pirouettes, etc. Donc pour pouvoir garder cette souplesse, voilà, donc j'étais un peu par hasard prise dans un lycée où il y avait donc l'enseignement, j'avais le français, parce que à l'époque, il y avait très peu de lycées à Prague et dans la région, on va dire pragoise, où on enseignait le français. Et en plus, c'était un peu tard. Enfin bon, donc j'ai fait le lycée à Radotín, Praha Pietr Radotín, où j'ai des très bons souvenirs. Et après le lycée, j'ai fait des études de lettres, de français, de la littérature française. Et puis alors après aussi traductrice, interprète, forcément c'était plus tard. Bien plus tard, voilà. C'était bien plus tard, ouais. Donc j'ai fait des études à Olomouc, après à Prague, après je me suis mariée, après j'ai eu ma fille qui va avoir 28 ans, et au fur et à mesure, donc j'ai déménagé à Paris, paf, tout d'un coup. Mais alors ça c'est justement, c'est après 1989 ça. Oui, on a fait la révolution, C'était quelque chose qui ouvrait du coup pour le coup vraiment les portes. Oui, c'était je pense que tout a été déjà dit, donc on a fait notre révolution de velours, on était à la fac, c'était une époque qui nous a vraiment construit et qui nous a marqué à vie, je pense. Même maintenant, quand je vois par exemple les images de 89, j'ai des larmes aux yeux, hein, parce que ça reste émouvant, oui. Ah oui, c'était vraiment même. Avant justement cette révolution, parce qu'évidemment on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer, même 1 ou 2 ans auparavant, comment est-ce que vous envisagiez votre vie ? Est-ce que vous saviez comment vous vouliez la vivre, cette vie derrière le rideau de fer ? J'avais 21 ans, 20 ans. On prenait la vie comme elle se présentait, comme on vit à 20 ans. Évidemment, on voulait faire des grandes choses, on voulait changer le monde. Mais d'abord, on voulait s'amuser. Il ne faut pas quand même oublier, on avait 20 ans, on voulait s'amuser. On voulait changer le monde, on voulait voyager, on voulait traduire des choses qui ont été interdites, on voulait faire du théâtre, on voulait tout faire. Si on n'imaginait pas qu'on va rester enfermé. Pour moi, c'était une question du temps. Peut-être maintenant c'est facile de le dire, mais à l'époque, vous savez, déjà en 85, 86, on sentait que ça craquait de partout. Donc on n'envisageait pas de rester renfermé comme nos parents derrière le rideau de fer qui craquait de partout et qui devenait de plus en plus transparent en fait. Et donc voilà, donc il y avait la révolution qui est arrivée et puis. Et qu'est-ce qui vous a conduit justement alors en France, en dehors du fait qu'évidemment il y avait une affinité linguistique?
C'était tout simple. J'ai rencontré quelqu'un qui... je suis tombée amoureuse d'un Français. Et puis, on s'est mariés. J'étais assez rapidement enceinte. C'était très bien. Et puis, et donc, en 91, je me suis retrouvée à Paris. À Paris, dans le 16e arrondissement. Moi qui est née à Radlice, à Praha-Pied-Radlice. Je me suis retrouvée à Paris, dans le 16e arrondissement, avec un gros ventre. Et me voilà. Donc voilà, donc au début c'était pas facile, je connaissais personne, je parlais pas très bien, je connaissais très bien le subjonctif, l'imparfait de subjonctif, mais je savais absolument pas qu'on l'utilise pas, et j'étais incapable de faire des courses par exemple. C'était la théorie mais en fait. Mais c'était j'étais très forte en changeant de perse et sans l'imparfait de subjonctif. En fait, j'ai fait des examens de la grammaire normative. Et avec beaucoup de difficultés, mais quand même, et tout d'un coup il fallait que je m'occupe de... Alors voilà, la langue pratique du quotidien était inexistante. Voilà, donc si vous me voyez il y a 29 ans au marché d'Auteuil à Paris, je savais pas ce que je veux, donc je disais toujours que quand la dame devant moi a terminé ses courses, je disais la même chose. Donc on s'est retrouvés avec des fruits que la dame qui était dans la queue avant moi, avec les mêmes courses, quelque chose. Alors, on va revenir un peu à votre travail d'animation d'une émission de radio. Je le disais tout à l'heure, finalement, auparavant, vous avez eu un parcours qui, a priori, n'avait aucune raison de vous amener à la radio. Pas. Comment est-ce que ça s'est fait, ça ? Comment est-ce que vous êtes tombé dans le bain ou dans la marmite ? Alors, dans le bain, quand même, le bain, il y avait déjà des premières prémices déjà à Prague, puisque j'ai travaillé, j'étais une des premières employées d'Europe 2 à Prague. Donc, je pense que mes premiers amours de radio et de son venaient de ce pouvoir que radio peut avoir, vraiment. De sentir à quel point la radio, elle se faufile partout. L'image, c'est beaucoup plus difficile, et puis l'image, on peut le trafiquer. L'image, il faut la caméra, il faut parler en face de la caméra. Mais la radio, elle se faufile partout. Et à l'époque, donc, Europe 2, quand Europe 2 a débarqué à Prague, c'était fantastique. Europe 2 était dans les taxis, Europe 2 était dans les bars, Europe 2 était dans les restaurants. Europe 2 était partout. Donc, ce pouvoir, c'était assez génial. Même si je ne touchais pas au micro, j'organisais... des rencontres pour Europe 2, avec Michel Fleischmann à l'époque, qui était donc directeur d'Europe 2 à Prague. Donc ça, c'était mon premier contact avec la radio comme tel. Et puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu donc mon mari et qui fait de la radio aussi, qui a fait des émissions radio, qui a fabriqué des programmes radiophoniques. Mais je me suis dit, la radio, je vais le mettre de côté, je vais faire la traduction, je vais traduire des livres, je vais traduire des pièces de théâtre, je vais traduire des... Et la radio vous a rattrapé quand même, et la radio, finalement, au bout de 15-10 ans, elle m'a rattrapé. Elle m'a rattrapé un jour. On m'a demandé d'être interprète à une radio parisienne. J'ai accompagné un pasteur tchèque qui est venu raconter un peu sa vie et son parcours dans une radio à Paris. Et au moment de l'interview, je me suis dit, mais en fait, c'est ça ce que je veux faire. C'est ça ce que je veux faire. Je ne veux plus être interprète, je ne veux plus traduire. Je veux faire la radio. Et puis bon, il faut raccourcir l'histoire. Après, j'étais à Groix, à l'île de Groix, où j'ai commencé à faire de la radio, dans une autre radio associative. J'ai envoyé mon CD à FIP à l'époque, où la directrice de FIP, elle m'a dit le CD est terrible, ne l'envoyez à personne, il est de très mauvaise qualité. C'était quoi ce CD ? C'était des essais de voix ? C'était des essais de voix, c'était des premières émissions qui étaient faites dans une cave, dans une radio associative en Bretagne. Et puis la directrice de FIP, elle m'a dit, mais il y a quelque chose quand même, continuez à faire de la radio, et puis revenez me voir. Je ne suis jamais revenue la voir, mais après j'ai connu quelqu'un à l'époque à Radio Classique. Donc voilà, j'ai commencé à faire la radio à Radio Classique à Paris. C'était Denisa Kershova, productrice tchèque à France Musique. Elle répondait aux questions d'Anna Kubišta et c'est avec elle que s'achève cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute.